Voilà, soyez les bienvenus à notre septième session Covid long. C'est vrai qu'en ce moment, il pleut un peu partout, sûrement en Afrique, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons commencer, on va permettre aux membres de la communauté de pouvoir se saluer les uns les autres, voilà, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et donc, on peut commencer. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras? Nous ne sommes pas nombreux pour le moment. Et donc, on peut se regarder un peu. On peut ouvrir les caméras, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci à Kabla Marie, Annie. Bonjour. Bonjour, Madame Kabla. On veut entendre votre voix. Ouvrez votre micro et présentez-vous à la communauté. Voilà, cherchez le micro au bas de votre écran et puis ouvrez le micro pour qu'on puisse échanger. On va vous aider. Madame Kabla, vous nous entendez? Ouvrez votre micro, vous allez vous présenter à la communauté. On vous On attend. ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. Regardez sur votre écran. Au bas de votre écran, il y a un petit micro, c'est mis audio, hein, sur votre gauche. Voilà, le petit bouton audio sur votre gauche, au bas de votre écran. Si vous êtes sur votre portable, vous êtes obligé de faire glisser pour voir. Voilà, pour pouvoir cliquer là-dessus. Voilà, ça va. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, donc mon nom c'est Amie Kabla Marie, épouse Diabo. Je suis sage-femme diplômée d'État à la Wow. retraite. Je suis, je suis actuellement au district sanitaire de Gagnoua D'accord. pour aider un peu mes petits cadets, voilà, Oh. aider un peu mes cadets. Donc, Mhm. je suis vraiment contente de participer. Voilà, participer aux émissions. Souvent, quand la connexion est bonne, j'arrive Mhm. à suivre. Mais C'est quand c'est ça. pas bon, vraiment, il y a beaucoup de bonnes émissions qui m'ont. Mais il y a fait Ah, comme, mais je rattrape toujours avec les. Voilà, avec les. d'accord. Voilà. Merci Ça, beaucoup. merci On beaucoup, envoie merci des pour. signaux pour Madame Kabla. Oh, c'est don de soi. Elle est à la retraite, mais elle va au district pour pouvoir coacher les petites sœurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kabla. Merci aussi. On va croiser les doigts pour qu'aujourd'hui la connexion soit bonne et que vous restiez jusqu'à la fin. Voilà, donc dans le cas contraire, il y a toujours un enregistrement à la fin qu'on repartage à tous les participants. Donc, vous pouvez encore regarder la Oui, session sur YouTube. En tout cas, merci. merci, Merci à vous pour votre présence. merci. Monsieur Zuma, Gaetano, bonjour. On demande à ceux qui nous ont rejoints d'ouvrir les caméras, c'est plus convivial, on va te voir. Pour le moment, hein, on se salue hein, et puis après, vous pouvez arrêter vos caméras lorsque on va commencer la présentation au, voilà, Fadil Gafou. Monsieur Gaëtan, vous êtes prêt? Bonjour, bonjour, docteur William, bonjour, bonjour tout le monde. C'est Dumatou Bakaitano de Centrafrique. D'accord. Donc, depuis la République centrafricaine. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan, toujours au rendez-vous. On vous attend, hein, hein. Donc, en fait, vous allez nous inviter à votre programme de formation aussi. On va vous suivre. Merci beaucoup. Voilà. Fadil Gafou. Fadil Gafou. Bonjour. Bonjour à toute la communauté ECHO. J'espère que vous allez bien. Je Merci. suis Kafou Fadil, je suis médecin hépatogastro au Mhm. Togo.
D'accord. Ouais. Donc, je vous C'est suis. la Bon, première fois? non, bon, j'ai suivi plein D'accord. de vos D'accord. activités Donc, c'est moi qui n'ai pas fait attention à votre nom alors. D'accord. sur, En tout sur- cas, merci beaucoup hein, d'être encore avec nous à cette session. Je ne sais pas s'il pleut en ce moment au Togo, parce qu'en ce Si, moment en Côte si, d'Ivoire, il pleut fortement. il pleut, il pleut, il pleut. C'est la Ah, saison qui commence. d'accord. Donc, tout le continent africain est en saison pluvieuse. Donc, croisons les doigts pour ne pas qu'on ait des problèmes de connexion ce jour, parce qu'on veut écouter notre expert Karidjoula, donc tout à l'heure, on va lui donner la parole pour se présenter. Mais en attendant, je suis encore avec les participants. Hein, on va permettre encore à un certain nombre de participants de se présenter. Merci, Fadil. Paola Bianco, Météoropa, Docteur Kofi Ekun Anne-Marie. Voilà. Donc, je donne la parole à qui veut la prendre. Hein, si vous voulez vous présenter, Docteur Ekun, allez-y. Bonsoir, docteur Kwasi. Bonsoir. Euh, Bonsoir à toute la communauté ECO. Je ne suis pas en posture d'ouvrir ma caméra. Je suis D'accord. docteur Kofi Ekun Anne-Marie, facilitatrice coordinatrice du projet ECO Gontogo en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Docteur Ekun. On lui envoie des signaux parce que c'est une coordonnatrice d'un programme ECO. Elle fait des merveilles dans sa région au niveau du Grand Togo. Merci et puis félicitations pour le travail qui est fait là-bas. Pour Ok, merci. vraiment mettre à niveau hein, les connaissances hein, des prestataires de votre région. Philippe. J'ai vu un Philippe quelque part là où il est parti. D'accord. Tiekou Sio, comme vous avez votre caméra ouverte, donc on va vous donner l'occasion de vous présenter. Tiekou Sio, ouvrez votre micro. Voilà, ouvrez le micro au bas de votre écran. Voilà, c'est bon. Allez-y. Oui, Tiekou t'écoutes Sio. Yeo Pedou, Mhm. IDS Orel, Hôpital Général Sikensi. Sikensi, d'accord. Merci beaucoup de votre présence. Euh, Ora Sakapo, Angelo Sika, Sidibé Bamoudi, qui veut prendre la parole pour se présenter à la communauté? Tiekou Sio, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous Oui, plaît? oui, Voilà. je cherche à faire même. Merci. D'accord, merci beaucoup. Angelo Sika, Angelo Sika, Ora Sakapo, l'homme dur de la région des montagnes. On vous attend, hein? Vas-y. Allô? On ne t'entend pas? Allô, allô? Bon, mon micro n'est pas bon. C'est N'est pas bon. bon. Vous de rapprocher, c'est bon. Oui, mon micro n'est pas bon. En tout cas, merci déjà. D'accord. Donc, Horace Akapo est docteur au niveau de la région des montagnes, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, merci pour ta présence. Sékou Kondé, Mali ou Guinée? Allez-y, présentez-vous. Sékou Kondé, ouvrez votre micro. Voilà. Bonjour à l'ensemble. Moi, Bonjour. c'est Dr Kondé Sekou, Mhm. médecin en spécialisation en maladies infectieuses tropicales au Mali. Au Mali. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que le professeur Soukalo sera là tout à l'heure. D'accord. Merci pour votre participation. Aminata Dramé, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Bonjour à toute la communauté. Ça fait 2 jours quand même, ça fait toujours C'est plaisir ça. d'être avec On peut vous. que j'ai pas vu ce nom. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Dramé Allez-y. Aminata. Je suis chargée de suivi et évaluation au sein de l'ONG IMADEP au Mali.
Sinon, je D'accord. suis En tout cas, bon retour dans la assistante communauté. médicale, nutritionniste de formation. D'accord. Merci. Merci et bon retour dans la communauté. Angelo Seka, Kochi Élisée Boni. Qui veut prendre la parole? Allô? Oui, allez-y. Moi, c'est Angelo Seka. Je Mhm. suis gestionnaire de données ici à l'hôpital général de Port-Boué. Je suis un ancien de la Oui, communauté. Oui, oui. vraiment, hein? Tu fais bien de dire que tu es un ancien de la communauté parce que c'est par vous que ça a commencé. Et Oui, vous oui. avez disparu, hein? Donc, il faut sensibiliser les autres d'aller rejoindre la communauté. Ok, merci. Merci D'accord, beaucoup. merci beaucoup. D'accord. Merci à toi d'être là. Kochi Élisée Boni. Oui. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Je suis Dr Boni Kochi Élisée, maître de conférence agrégé en neurologie, Université Alassane D'accord. Ouattara de Bouaké. Et je viens D'accord. de joindre la communauté, je viens de m'inscrire tout à l'heure. D'accord. Donc, on envoie des signaux pour notre expert qui vient de rejoindre la communauté. Je pense qu'on Merci. pourra le solliciter pour des thématiques. Merci beaucoup pour votre présence. Rougiatouba. Rougiatouba. Madame Rougiatouba, si c'est possible d'entendre votre voix, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter à la communauté? Rougiatouba, si c'est possible, ouvrez votre micro et caméra pour vous présenter à la communauté. Mireille José, donc en attendant que Madame Rougiatou puisse ouvrir son micro, Mireille José, allez-y, bonjour. Bonjour, docteur. Je m'appelle Ando Mireille José. Je suis sage-femme diplômée d'État, coordonnatrice santé mère-enfant au district sanitaire d'Ara. Merci beaucoup. Je suis contente d'entendre des sages-femmes hein, dans la communauté parce que c'est rare qu'elles se connaissent. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on compte sur vous pour sensibiliser les autres sages-femmes à vous rejoindre. D'accord? Ok, ok, pas de Merci problème. beaucoup. Merci. Qui n'a pas encore pris la parole? Notre aîné Nicorécy, bonjour. Bonjour, docteur Nicorécy, une aussi retraitée, mais qui est toujours là avec nous. Voilà, j'envoie des signaux pour toi. Si tu es là, bonjour. Ton micro, je crois qu'il faut t'approcher un peu de ton micro. On ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est le volume. Essaie d'augmenter un peu si c'est le volume. Les IT vont essayer d'échanger avec toi pour voir, on ne t'entend pas. Hein? Konaté ou bien Ulrich, essaie d'échanger directement avec elle dans le chat pour voir son problème. Donc, on te revient tout à l'heure. Philippe Abada, Philippe Abada, Philippe Abada, Philippe Abada. On veut vous entendre. Bonjour. Philippe Abada. Philippe Abada, si vous pouvez ouvrir votre micro, on veut vous entendre. D'accord, impossible. D'accord, donc il est 13h14. On va demander à ceux qui n'ont pas pu se présenter d'inscrire leur nom, tous leurs coordonnées dans le chat. Et s'il y a d'autres opportunités, on pourra vous prendre. Donc, on va présenter rapidement les membres de l'équipe. Donc, moi, c'est Dr. Kwasi Emilienne. Donc, je suis chargée de faire la modération de telle session. Je suis membre du Super Hub de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Donc, je suis là avec certains membres et puis après, on va laisser la parole à l'expert pour se présenter. Donc, Monsieur Konaté, Monsieur
Ulrich pour vous présenter à la communauté. Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Konaté, je suis ingénieur santé publique et IT exploitable et pour le GNSP. Bienvenue à cette session et bonne session à tous. Bonjour à tous, je suis Ulrich Koulibaly, chargé de projet de Super Hub et IT en second. Et bonne session à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc, notre président du comité scientifique, il va se présenter d'abord et puis on va se tourner vers notre expert. Professeur Kra, bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tous les membres de la communauté. Je tiens surtout à féliciter et à dire merci à l'équipe de neurologie du CHU de Bouaké, qui est bien représentée par la présidente du professeur Kochi et surtout par notre expert du jour, le professeur Karagula, qui m'a bien que pris au pied levé, a accepté donc d'animer cette session. Donc vraiment, je tiens à leur dire merci, merci et encore merci pour leur participation à ce projet. Et j'espère que Bouaké est en train de mettre sa marque. Il faut que Bouaké aussi participe à des formations de ce niveau. Merci à tous et bonne session. Merci, professeur. Donc, sans transition, professeur, bonjour, pour vous présenter. Et puis après, nous allons présenter l'agenda. Bien. Bonjour, docteur. Bonsoir à tous, à toutes. Je suis docteur Karjula Yineya Armel, maître de conférence agrégé à l'Université Alassane Ouattara, neurologue de formation et plétologue. Alors, je tenais déjà à dire merci au professeur Kra, docteur Kwasi, de me donner l'opportunité d'échanger avec la communauté sur le COVID long et le score de MOCA. On envoie des signaux, des applaudissements pour notre expert. Et donc, on va présenter rapidement notre agenda. Je rappelle que nous sommes à notre 7e session de notre programme de formation sur la problématique du long COVID. Nous avons au total 15 sessions pour l'année 2026. Et donc, pour ce jour, on peut présenter l'agenda. Merci beaucoup. Donc, pour ce jour, nous aurons une présentation didactique. Nous allons commencer par une présentation didactique. Ensuite, suivi d'échanges avec l'expert. Et après la présentation didactique, si vous avez bien compris le cours, nous allons faire une étude de cas. Voilà, à travers l'application Point Levé Web, on va vous poser des questions sur les cas cliniques. Vous allez répondre et puis on va échanger avec l'expert par rapport aux éléments de réponse, aussi sur des aspects que vous n'avez pas bien compris par rapport au cas qui a été présenté. Ensuite, nous allons terminer par la clôture, vous permettre de faire le sondage parce que c'est important, de recueillir vos opinions. Et nous allons terminer aux alentours de 14h15. Donc, voici présenter l'agenda. Quelques consignes à rappeler toujours, c'est important de le faire. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas, comme vous le faites en ce moment. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat, comme l'a fait notre expert du jour. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro, vous donnez vos coordonnées, votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Je le fais en même temps parce que ce n'était pas fait. Assurez-vous d'avoir un débit Internet insuffisant dans cette saison pluvieuse. Donc, cherchez un endroit où il y a la bonne connexion pour pouvoir suivre cette formation. Donc, pour pouvoir poser des questions, il faut lever la main ou bien utiliser l'icône lever la main au niveau de réagir au bas de votre écran. Ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations personnellement identifiables. Nous sommes à une formation où nous présentons des patients à travers le formulaire du cas, donc ce sont des cas réels. Donc, s'assurer de la confidentialité de tous les cas que nous présentons. C'est très important.
diapo. Pour les problèmes de Zoom, veuillez échanger avec les IT qui se sont présentés tout à l'heure. Voilà, entrez votre nom, le nom de votre organisation dans le chat. On vous rassure que les présentations sont disponibles dans la plateforme IECO et également par mail. Donc, cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Donc, c'est un programme de formation. Donc, nous délivrons des attestations de participation et un certificat de participation en fin de formation, c'est-à-dire dans le mois de décembre. Donc, les données de participation, de sondage sont utilisées pour faire des enquêtes. C'est important de pouvoir évaluer le programme que nous mettons en œuvre. Et ça, c'est grâce à vous en participant aux sondages et aux évaluations qui sont lancées. Donc, voici rappeler brièvement les consignes, quelques consignes importantes pour une bonne tenue de notre session éco. Donc, sans transition, on va laisser toute la place à notre expert du jour pour nous présenter, faire sa présentation didactique. Professeur, on vous laisse la main ou on fait le partage? Je vais essayer. D'accord. Donc, les IT, voilà, laissez le professeur. Donc, suivez attentivement, prenez bonne note et après, nous allons passer à l'étude des cas. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, il faut le mettre en mode diaporama, s'il vous plaît. Et puis l'agrandir encore un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon? D'accord. Bien. Merci beaucoup, docteur Kwasi, de me donner, on va dire, l'opportunité de parler du COVID long et l'utilisation du score de MOCA. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous commencerons par présenter les objectifs de cette communication. Comme premier objectif, c'est de définir le COVID long selon les critères OMS, identifier les principales manifestations neurologiques et cognitives, expliquer les mécanismes physiopathologiques, décrire les principes de l'évaluation cognitive en pratique clinique, interpréter le score MOCA dans un contexte de COVID long et connaître les limites et les pièges du score de MOCA. Afin de répondre à ces objectifs, nous présenterons le plan ci-après. Après une brève introduction, nous parlerons des généralités sur la COVID-19, la physiopathologie, les manifestations neurologiques et cognitives du COVID long, l'évaluation cognitive dans le COVID long, la présentation du score de MOCA et ensuite nous en parlerons brièvement de la prise en charge qui est très spécialisée des troubles cognitifs. Et enfin, nous terminerons par une conclusion. Alors, en introduction, nous disons que la COVID-19 a commencé en 2019 et c'était une infection respiratoire aiguë avec son cortège de complications respiratoires et ensuite multi-organiques. Mais certains patients avaient la guérison virologique, mais d'autres gardaient des symptômes longtemps. Et c'est ce qu'on appelle le COVID long, qui est aujourd'hui un problème de santé publique. Les symptômes les plus fréquents, c'est surtout les troubles respiratoires, digestifs, neurologiques. Et dans les troubles neurologiques, nous avons les troubles de la neurocognitif. Alors, quand on dit cognitif en neurologie, c'est la capacité, la fonction du cerveau à pouvoir raisonner, juger, mémoriser, planifier, parler. Donc, c'est cette fonction-là qui est explorée, qui est atteinte. Alors, nous avons besoin en neurologie de certains outils pour pouvoir évaluer la cognition. Et en neurologie, on utilise très souvent le score de MOCA, qui est très sensible, qui explore la mémoire, l'attention, le langage et les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est surtout la planification de ce qu'on va faire durant une journée, par exemple. Alors, ce score va nous aider aussi à
orienter la prise en charge des patients. Alors, nous avons dit quoi? Que avant d'aborder les troubles cognitifs et le score de MOCA, il est important de faire un rappel rapide sur le SARS-CoV-2 et la COVID-19. Vous savez que le SARS-CoV, c'est un virus qui a des données génétiques qui a une forte proximité avec le coronavirus de chauve-souris et qui suggère une origine zoonotique probable. C'est un virus à ARN de polarité positive. La COVID-19, vous savez qu'elle est transmise par les gouttelettes, l'aérosol et les contacts prolongés. Cliniquement, c'est une affection respiratoire avec des complications qui peuvent être d'ordre digestif, neurologique, cardiovasculaire, oculaire, rénaux. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a dénombré 761 millions de cas, dont 7,1 millions de décès. Et le taux de létalité était d'environ de 1%. C'était en 2025. Alors, si la phase aiguë, aujourd'hui, elle est bien connue par tout le monde, le COVID-19 est méconnu par la majorité des personnes et même des agents de santé. Alors, selon l'OMS, le COVID-19 se définit comme toute personne présentant des antécédents d'infection probables ou confirmés par le SARS-CoV-2 et généralement 3 mois après l'apparition de la COVID-19, après des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Donc, pour dire que c'est aussi un diagnostic d'élimination. Quand on a un diagnostic d'élimination, on fait la recherche d'une autre pathologie qui peut expliquer ces symptômes. Si il n'y a pas de diagnostic n'est pas établi, alors on peut passer à un COVID long. C'est une infection qui est fréquente. Elle survient dans au moins 10% des infections graves. Et 65 millions de personnes dans le monde souffrent de COVID long et selon une étude néerlandaise. Cette persistance des symptômes n'est pas rare. Alors cela suggère qu'il y a des facteurs de risque de COVID long. Ces facteurs, c'est surtout le sujet de sexe féminin, les sujets âgés, les sujets qui sont diabétiques, obèses et qui ont une infection sévère, donc qui ont été hospitalisés longtemps, et qui, certains sujets ont le variant du COVID, donc le Omicron, et la situation financière aussi joue un rôle très important, donc faible. Et la réinfection au SARS-CoV-2. Il y a les données aussi génétiques qui favorisent la survenue du COVID long. Mais à côté de cela, il y a des facteurs protecteurs, la vaccination et le traitement au COVID long. Après avoir identifié les patients à risque, intéressons-nous maintenant aux mécanismes physiopathologiques. L'un des premiers mécanismes, c'est la neuroinflammation. L'inflammation, c'est la capacité de l'organisme à réagir face à une agression. Elle peut être infectieuse, traumatique. Ici, on est dans le cadre d'une infection. Donc, c'est la capacité de l'organisme à réagir à une infection. Ensuite, il y a un dysfonctionnement endothélial. Vous savez que l'artère, comme la veine et les veines, ont des tuniques. Et nous avons 3 tuniques. En externe, nous avons l'adventice, la média qui est au milieu, et en interne, nous avons l'intima qui est recouvert par l'endothélium. Et cette structure qui est lésée, et comme toute structure, quand elle est lésée, on a la survenue d'une éruption de sang. Et il y a un phénomène qui est la coagulation, qui est physiologique, qui va se constituer et limiter, réduire la lumière vasculaire et qui va être responsable d'une hypoperfusion, donc une baisse de débit sanguin cérébral dans une zone du cerveau. Et aussi, nous avons la dysrégulation immunitaire. Donc, le système immunitaire sera perturbé. Et tous ces éléments seront responsables de micro-infarctus, c'est-à-dire des petites lésions d'AVC, des petites ischémies, de l'inflammation et autres. Et cela va être responsable des troubles cognitifs.
Et c'est ce que nous avons énuméré ici, la neuroinflammation, les atteintes microvasculaires, donc des ischémies, des petites ischémies qui vont qui vont siéger au niveau du cerveau. Et nous avons aussi les dysfonctions immunitaires. Alors, il y a certaines régions qui sont vulnérables. Le cortex frontal. Le lobe frontal est responsable du raisonnement, du parler, du jugement. Et l'hippocampe, les régions limbiques sont responsables de la mémoire. Donc, ce sont ces structures, ça c'est une hypothèse, ce sont ces structures qui sont atteintes. Toujours dans le mécanisme, dans la physiopathologie, il y a certains marqueurs qui ont été identifiés. Et ces marqueurs ne sont pas validés au niveau international. Nous avons les D-dimères pour marquer un dysfonctionnement vasculaire. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas validé. Donc, ces marqueurs sont utilisés plus dans la recherche et non en routine. Donc, aucun biomarqueur n'est validé à ce jour, car le seul diagnostic n'existe pas du tout. Il n'y a pas de consensus à ce niveau et les résultats sont parfois contradictoires selon les études. Il en est de même au niveau de l'imagerie. On a parfois recours à l'imagerie structurelle, notamment l'IRM et la TEP FDG, l'IRM fonctionnel, l'IRM de perfusion et la TEP inflammatoire. Et c'est dans on va dire, dans les pays en voie de développement, c'est plus l'IRM structurel qui est disponible dans notre contexte du travail. Mais l'IRM fonctionnel, l'IRM de perfusion, les TEP inflammatoires ne sont pas disponibles dans notre contexte de travail. Donc, nous avons plus recours à l'IRM fonctionnel pour pouvoir faire le diagnostic différentiel. Alors, ces données ont progressivement évolué et conduit à individualiser un sous-groupe de neurologiques spécifiques. Aujourd'hui, on parle de neuropaths. Donc, le neuropaths, c'est un sous-ensemble neurologique du COVID long. Pour dire simplement que tous les neuropaths sont des COVID longs, mais tous les COVID longs ne sont pas des neuropaths, parce que les COVID longs, un patient peut présenter des troubles respiratoires chroniques, et ce n'est pas un neuropath. Pourquoi cette distinction? C'est pour pouvoir mieux orienter la filière spécialisée, mieux orienter les recherches et utiliser des outils pour pouvoir dépister précocement ces troubles neurocognitifs et orienter la prise en charge des patients, notamment dans la rééducation cognitive, la prise en charge des céphalées dysautonomiques et régulariser le sommeil, car il y a beaucoup de patients qui présentent des troubles du sommeil. Alors, dans le neuropath, il y a 5 critères. Les antécédents d'infection confirmés soit par la PCR, les tests antigéniques positifs, la sérologie positive ou un tableau clinique fortement évocateur. Et puis les symptômes neurologiques qui sont en avant, qui persistent pendant au moins 2 semaines, et ça selon 12 semaines selon l'OMS, qui est validé par l'OMS, et ces symptômes ont un retentissement sur la vie quotidienne du patient. Et il faut pouvoir dire qu'il n'y a pas d'autres pathologies qui expliquent cela. On a un deuxième niveau, comme il dit, il faut remplir les 5 conditions, les 5 critères qui sont les critères majeurs pour dire que le patient présente un COVID long, notamment un neuropath. Il y a eu plusieurs études pour pouvoir mettre en évidence ces troubles neurologiques, notamment les troubles neurocognitifs. Une méta-analyse, ce sont des grosses études qui regroupent plusieurs études. Et nous présentons une méta-analyse qui a regroupé au moins plus de 13 000 patients. Et parmi ces 13 000 patients, il y a 22% qui ont présenté des troubles cognitifs. Et certains ont présenté un dysfonctionnement exécutif. Ici, c'est un panorama des manifestations neurologiques
notamment au niveau du système nerveux, on a le système nerveux périphérique et central. Au niveau central, c'est la fatigue neurologique, brain fog, c'est-à-dire c'est un brouillard de réflexion, des maux de tête, troubles du sommeil, les troubles émotionnels, les vertiges, un syndrome dysautonomique. Le syndrome dysautonomique, c'est une personne qui va présenter des troubles de la tension qui n'est pas connue hypertendue, mais la tension qui monte de façon brutale, ou bien lorsqu'il est couché et lorsqu'il essaie de se verticaliser, la tension chute brutalement. Toujours dans les manifestations neurologiques, nous avons une autre étude qui a parlé aussi de ces troubles neurologiques, avec, vous voyez, la fatigue neurologique qui est d'environ 37%. Vous voyez que c'est vraiment important. Et puis, les troubles cognitifs, comme le brouillard cérébral, 32%, les troubles de mémoire, 28%, les troubles attentionnels, 22%. Alors, le brouillard cérébral, c'est quoi? C'est ce que les patients, c'est subjectif, ce que les patients rapportent. Un esprit embrouillé, des difficultés à réfléchir, une lenteur mentale, une difficulté à trouver des mots. Donc, c'est un patient qui cherche les mots avant de s'exprimer. Et les troubles de l'attention. Alors, cliniquement, en langage neurologique, on dit que c'est un patient qui a une attention difficile à maintenir, il est distrait, il a une saturation cérébrale rapide. Et un exemple simple, c'est que le malade oublie ce qu'il est venu faire, il cherche, lorsqu'il rentre dans une pièce, il va chercher sa montre. Et lorsqu'il rentre dans la pièce, il oublie ce qu'il est venu faire, il retourne, il dit, mais je devais prendre un objet dans la chambre, il ne se rappelle plus, il cherche. Et c'est longtemps après, il revient, il dit, ah oui, c'était tel objet que j'étais venu prendre. Un autre exemple, il peut laisser le robinet, il ouvre le robinet et il finit de se laver les mains, il oublie, il va s'asseoir. Ou bien laisser la casserole au feu, surtout chez les femmes. Donc, c'est des exemples comme ça qui montrent qu'il y a des troubles de l'attention. Alors, concernant le dysfonctionnement exécutif, c'est l'organisation, les troubles d'organisation difficiles, décisions lentes, une rigidité mentale. Comme exemple, c'est un patient qui ne parvient plus à organiser un repas simple. Une difficulté à préparer un voyage. Une rigidité mentale, c'est le fait que lorsqu'il y a un programme qui est planifié, écrit, lorsque le programme change, le malade a du mal à s'adapter. Au niveau du trouble de la mémoire, alors pour la mémoire, il faut pouvoir encoder, c'est-à-dire enregistrer les données, stocker les données et ensuite restituer. Et c'est ce que le malade ne peut pas faire. Donc, il y a des oublis fréquents, on lui donne des consignes à faire, il oublie cela. Et la mémoire de travail prend un coup, il y a les erreurs, les confusions. Donc, c'est un patient qui était très actif au travail, très réactif et il ne peut plus faire ces activités-là. Alors, tous ces troubles ont un impact sur sa vie quotidienne. Donc, une baisse de la performance, de l'organisation des tâches complexes, de l'autonomie. C'est un patient qui fait l'estime de soi, la confiance et la vie sociale prendra un coup. Alors, l'évaluation des troubles cognitifs est indispensable dans ce genre de situation. Lorsque le patient se plaint, ou même l'entourage se plaint. C'est surtout un entretien. Il faut commencer par un entretien clinique et utiliser un certain nombre de tests, notamment le MOCA. Et lorsque le MOCA est positif, il faut orienter le patient vers un neurologue en vue de faire un bilan neuropsychologique. L'objectif, c'est pour pouvoir transformer les plaintes en données cliniques et repérer tôt les troubles cognitifs. C'est très important. Et ensuite, orienter la prise en charge pour aider le patient. Alors, parmi ces tests, nous avons le MOCA. Car le test de MOCA est très sensible, subtil. Il permet de dépister précocement les troubles cognitifs. Le MOCA est un test qui a été développé à Montréal, c'est-à-dire au Canada, et
ce test a été validé en 2005. Ce test a été créé parce que, comme je l'ai dit, il a une forte sensibilité pour dépister les troubles cognitifs qui sont légers. On a un autre score, c'est le Mini Mental State Examination, qui peut être normal et le patient va se plaindre toujours de ces troubles cognitifs. Mais le MoCA redresse le diagnostic en montrant que effectivement le patient présente des troubles cognitifs. Alors, le MoCA a des domaines qui sont les domaines évalués, l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire, le langage, la capacité visuo-spatiale et l'orientation. Alors, pour administrer ce test, il faut d'abord installer le malade dans une salle calme, vérifier la vision et l'audition du patient, expliquer simplement l'objectif du score et rassurer le patient. Et pendant le test, il faut respecter les consignes standardisées, ne pas aider le patient et observer le comportement du patient. Et après le test, il faut faire le calcul et transmettre les résultats et signaler toute anomalie importante. Le score de MoCA que voici se présente en 8 rubriques que nous allons essayer de détailler. Alors, avant d'administrer ce score, il faut prendre le nom du patient, demander le nom du patient. La scolarité, c'est très important. Le sexe, la date de naissance et le jour d'administration du score. Et on va commencer déjà par le premier, c'est visio-spatial exécutif. Donc, ça va explorer la planification, l'organisation, la capacité visio-spatiale et les fonctions exécutives et les fonctions frontales. Alors, ici, nous allons demander aux patients de faire de relier des chiffres et des lettres et de façon alternée, de suivre l'ordre. Je prends un exemple. 1, A, on relie 1 à A, 2, 2, B, et le malade doit pouvoir poursuivre. Donc, B, ensuite B, on a 3, 3, C, 4, 4, D, 5, 5, E. Il doit pouvoir le faire et le code 1. Ensuite, le patient doit pouvoir reproduire ce cube-là, ce cube, et respecter surtout les différents angles. On lui donne 1 et le patient doit pouvoir dessiner une horloge. Donc, surtout, il doit pouvoir faire le contour. Donc, on lui donne 1 et donner les chiffres. 12 heures, 13 heures, 14 heures, ainsi de suite, correctement, c'est côté 1. L'aiguille. L'aiguille doit pouvoir, la petite aiguille, c'est pour l'heure, 11 heures, et la grande aiguille, c'est pour les minutes, 10 minutes. Il doit pouvoir le faire, on lui donne 1. Et l'ensemble de cette rubrique est coté sur 5 points. Ensuite, la dénomination. Il doit pouvoir nommer les animaux. C'est pour évaluer le langage et la reconnaissance visuelle. Notamment, on doit pouvoir dire ici, nous sommes devant un lion, c'est côté 1, un rhinocéros côté 1, un dromadaire, c'est côté 1. Et même s'il dit un chameau, c'est toujours côté 1. Donc, l'ensemble, c'est coté sur 3 points. L'évaluation de la mémoire. Pour la mémoire, il faut répéter d'abord les mots. L'administrateur doit pouvoir répéter les mots, les visages, les 5 mots, le visage, velours, église, marguerite, rouge. Le patient doit pouvoir faire 2 essais, un premier essai et deuxième essai, et le rappel va se faire 5 minutes plus tard. Cela va permettre d'explorer la mémoire, encoder, pour voir la capacité d'encodage du patient et voir est-ce que le patient peut stocker les données et les restituer plus tard. Et j'avais oublié, ici, on ne code pas du tout. Il n'y a pas de code à ce niveau. On ne donne pas de points à ce niveau. L'attention. Au niveau de l'attention, il y a une série de chiffres d'abord. Un chiffre par seconde. Donc, le patient doit pouvoir répéter 2, 1, 8, 5, 4, de façon dans l'ordre. Il doit pouvoir répéter. C'est côté 1. Le patient doit pouvoir aussi répéter à l'envers 7, 4, 2. Donc, il doit pouvoir dire 2, 4, 7. Et c'est toujours côté 1.
Et l'ensemble, on va lui donner 2 points, s'il arrive à le faire. Et le patient, notez, c'est lire la série de lettres. Le patient doit taper soit sur la table, mais la main lorsqu'il entend la lettre A. S'il fait 2 erreurs, alors on lui donne 0. Donc, je prends un exemple. F, D, A, je tape. C, M, N, je tape. N, A, je tape encore. Donc, lorsqu'il entend A, il doit pouvoir taper la main ou bien la table. Lorsqu'il y a 2 erreurs, il est côté, on lui donne 0. Le dernier, c'est la soustraction. On demande au patient de faire un calcul rapide. 100 moins 7, c'est 93. 93 moins 7, 86. 86 moins 7, 79. Et ainsi de suite. Lorsqu'il arrive à faire 4 ou 5 soustractions correctes, on lui donne les 3 points. S'il arrive à faire 2 ou 3 soustractions correctes, on lui donne 2 points. Lorsqu'il arrive à faire une soustraction correcte, alors on lui donne 1 point. 0, alors on lui donne 0 point. Le langage. Pour explorer encore le langage, il doit pouvoir répéter la phrase. Le colibri a déposé ses œufs sur la table. Il doit pouvoir, sur le sable, il doit pouvoir répéter. Ensuite, l'argument de l'avocat les a convaincus. Il doit pouvoir répéter. Et chaque phrase est cotée 1 point. La fluidité du langage, c'est de pouvoir nommer un maximum de mots commençant par la lettre F. Et en 1 minute, il doit pouvoir donner, les noms propres ne sont pas indiqués. Donc, on doit pouvoir dire fromage, fruits, fleurs, et tout ça, donner un ensemble de mots avec un minimum de mots 11, supérieur ou égal à 11 mots. En dessous de cela, il a 0 point. Nous, la similitude, il doit pouvoir, je prends un exemple, banane, orange, ce sont des fruits. Alors, train, bicyclette, ce sont des moyens de locomotion, de déplacement. Montre, règle, ce sont des moyens d'orientation, de mesure. Donc, il doit pouvoir le dire. Ensuite, nous allons demander maintenant au patient de rappeler les 5 mots qu'on avait demandé de retenir un peu plus haut. Donc, il doit pouvoir le dire sans indice: visage, velours, église, marguerite, rouge. Mais s'il le fait avec des indices, alors ce n'est pas du tout coté. Donc, il faut lui donner, s'il le fait sans indice, il a les 5 points. À la fin du score, pour l'orientation, il faut que le patient puisse donner la date exacte, le mois en cours, l'année en cours, le jour, l'endroit où le test a été administré, la ville dans laquelle le test a été administré. Le total, c'est sur 6 points. Et ensuite, on fait la somme de tout. À la suite de cela, nous avons un score qui est soit supérieur ou égal à 26, alors c'est normal. Lorsque le score est compris entre 18 et 25, nous avons des troubles cognitifs légers. Alors, lorsque le score est compris entre 10 et 17, c'est un trouble modéré. Inférieur à 10, c'est un trouble sévère. Les limites de ce score de MoCA, c'est influencé surtout par l'éducation. Donc, lorsque le sujet a un niveau d'éducation qui est faible, inférieur à 12 ans, généralement, après le score, lorsqu'il a, on va dire, 17, il faut le faire plus 1 à cause du niveau de langage. Et cela tient compte aussi du niveau d'alphabétisation aussi du patient, de la barrière de langage. Et il faut tenir compte aussi de l'anxiété du patient. Pour la prise en charge des troubles cognitifs, la réhabilitation cognitive va se faire soit par des exercices cognitifs que le médecin, le neuropsychologue va identifier et planifier avec les neuropsychologues. Ensuite, il faut faire une rééducation orthophonique, faire des consultations en neuropsychologie. Et puis, il faut
il y a des mesures associées. Parfois, il y a des troubles du sommeil. Il faut que ça soit régularisé. Il faut une activité physique adaptée et une prise en charge anxio-dépressive lorsque c'est identifié. Avant de conclure, tout patient COVID qui se plaint de troubles de la mémoire, de troubles de la fonction exécutive, de troubles de l'attention, de troubles attentionnels, alors il faut interroger le malade. Ensuite, administrer le score de MOCA. Lorsque le score de MOCA est normal, il faut surveiller le patient. Mais lorsqu'il est anormal, référer le patient dans un service de neurologie en vue de pouvoir faire d'autres tests supplémentaires pour confirmer les troubles cognitifs et orienter le patient en vue d'une prise en charge adaptée. Pour terminer, nous disons que les manifestations neurocognitives sont fréquentes et parfois invalidantes. Ces atteintes sont possibles chez les sujets jeunes et même dans les formes modérées. Et nous avons recours au score de MOCA, qui est un outil qui est simple, rapide, qui se fait en 10 minutes et qui est très sensible pour dépister précocement les troubles attentionnels, exécutifs et de la mémoire. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. On envoie des signaux. Merci pour cette présentation très enrichissante. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je pense que je vais faire ce test à la maison parce que j'ai retrouvé des signes à mon niveau. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Bon, est-ce qu'on a des questions à poser? Il y a des partages d'expérience, hein? Est-ce qu'on a des partages d'expérience à faire, hein? Comme moi, je rentre dans une chambre et puis j'oublie ce que je dois chercher. D'accord. Avez-vous des questions à poser au professeur avant qu'on ne passe à l'étude des cas? Angelo, ces cas, c'est bien. Est-ce que c'est bien? Vous avez bien compris le score de MOCA? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? D'accord? Indey Fatou Diop, un mot. Professeur, s'il vous plaît, pour arrêter votre partage. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Opa, allez-y. Bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté. Merci, professeur Almer. Vraiment, je suis biologiste médical, mais je ne t'ai pas intéressé, sauf que avant juste ce cours-là, j'ai tapé pour savoir c'est quoi MOCA et j'ai vu et j'ai bien compris. Je voulais vous poser une question. On est en Afrique. Bien sûr que vous avez mentionné tout à l'heure dans votre intervention, il y a l'influence de l'éducation. Quelle est l'approche pour remplir ça pour vraiment un patient qui n'a pas fait ses études? Ben, quelle est l'approche possible pour remplir cet outil-là? Puisque, par exemple, moi, dès que j'ai vu tout à l'heure, au fur et à mesure que vous progressez, je remplissais au fait, parce que je suis intellectuel, mais vous avez des analphabètes, surtout avec l'âge. Comment est-ce que vous vous débrouillez pour avoir des données? Merci. Je réponds au fur et à mesure, mais j'attends. Oui, professeur, allez-y. D'accord. Effectivement, bon, là, c'est la problématique, hein. C'est la problématique, surtout dans la sous-discipline de la neurologie, on va dire neuropsychologie, parce qu'il y a beaucoup de textes qui ne sont pas adaptés au contexte africain. Au contexte africain, puisque la majorité des Africains sont analphabètes. Et ça, c'est un frein. Ce test est un frein. Ce n'est pas le seul test qui est un frein dans ce genre de situation où déjà le malade il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Tu vas lui demander de compter 1, 2, 3, il ne peut pas du tout le faire. Deuxième chose aussi, il y a la barrière de langage. Donc, il y a eu je pense qu'il y a des séminaires où certains ont suggéré de faire des tests qui soient adaptés à l'Afrique. Je pense qu'au Sénégal même, il y a un maître qui a fait un test adapté à l'Afrique, mais ce n'est pas encore, on va dire, validé. Vous savez bien que dans notre continent, il y a
tellement de limites, on ne s'entend pas toujours. Voilà. Donc, vraiment, sinon, c'est le test qui doit être adapté à notre situation. Et ça, ce test, c'est adapté aux Occidentaux. Mais on essaie d'appliquer aux sujets qui sont lettrés, qui sont plus ou moins instruits. Mais quand le sujet n'est pas instruit, on dit qu'elle a un niveau qui est inférieur à 12 ans d'études, il faut, côté à la fin du test, il faut faire plus 1. Mais s'il est analphabète, le test ne s'applique pas du tout à lui. Mais pour autant, on ne peut pas utiliser des images. Bah, pour... la seule image, c'est quoi? C'est surtout la dénomination. Alors là, au niveau visuo-spatial, quand tu as dit de relier 1 à A à 2, il ne pourra pas du tout. De faire déjà le cercle, le contour d'une montre et mettre les chiffres à l'intérieur. Donc, c'est difficile. Même si on fait les images, voilà. Et même le score de Moka, comme je dis, le test a commencé à être établi depuis 1995 et ça a été validé en 2005. Donc, vous voyez que il y a eu du temps pour que ça soit validé par la communauté internationale. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On espère qu'on pourra aussi traduire en langue aussi. Oui. Pensez à tout ça dans nos langues. Ok, merci, professeur. Oui, docteur, oui. Merci, professeur, pour vraiment, c'est pas quelque chose de connu pour nous. Donc, vraiment le remercier parce qu'on apprend beaucoup. Je voudrais savoir, lorsque il y a les atteintes cognitives, parce que c'est important, parce que nous, on est tous atteints de problèmes d'oubli. Moi, depuis que j'ai perdu ma mère, j'oublie beaucoup. Donc, ça fait un peu peur par rapport aux histoires d'Alzheimer. Donc, je ne sais pas si, quand on fait le test, est-ce que, je veux dire qu'on peut, lorsque c'est une atteinte déjà légère, est-ce qu'il y a, c'est traitable? Parce que ça commence à m'inquiéter avec ce que je viens d'écouter. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un traitement qu'il faut faire ou bien il y a des essais qu'il faut faire pour vraiment retarder les maladies d'Alzheimer ou bien d'autres pathologies cognitives beaucoup plus graves? Merci. Je vous remercie. D'accord. Le score de Moka, c'est juste dépister précocement les troubles cognitifs. Mais ça ne veut pas dire que vous avez la maladie d'Alzheimer. Non. Il faut faire la part des choses. Ça montre qu'il y a un problème au niveau de la cognition. Et ensuite, il faut, comme je dis, référer le patient voir un neurologue pour faire d'autres tests supplémentaires. Et si c'est avéré qu'il y a des troubles cognitifs, alors, quelle est la cause? La recherche étiologique. Et en neurologie, il y a les causes curables et les causes non curables. Dans les causes non curables, effectivement, il y a la maladie d'Alzheimer. Mais le MOCA ne fait pas le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres tests encore et des examens biologiques, des biomarqueurs pour confirmer la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut faire la part des choses. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci. Nous avons encore 1 minute pour une question avant de passer à l'étude des cas. Plus les questions, ça a été bien compris. Voilà, ce qui est sûr, la présentation sera partagée. Et nous tous, on va faire un peu de test, comme M. Opa l'a fait. Et puis ensuite, on va trouver le professeur Karis Djoula là-bas. Merci beaucoup. Oui, docteur Kochi. Ah, c'est le professeur lui-même. Professeur, allez-y. Professeur Kochi. Oui, merci. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose à la contribution de professeur Karidjoula pour l'intervenant qui a signalé avoir des troubles de mémoire. Comme le professeur l'a dit, on peut avoir des troubles cognitifs, mais ce n'est pas forcément la maladie d'Alzheimer. Il y a plusieurs étiologies, dont des étiologies curables. Et comme elle a dit tout à l'heure, le fait d'avoir perdu un parent peut vous mettre dans une situation de dépression. Vous pouvez être dans ce qu'on appelle un syndrome anxio-dépressif. Et certains des symptômes de ce syndrome
dépressif, ce seront des épisodes d'oubli. Et donc, le test de MOCA peut révéler une altération, mais il va falloir par la suite chercher les causes. Et il y a certaines causes curables, parmi lesquelles les états de dépression, pour lesquels on peut rattraper les choses. Lorsque vous êtes beaucoup fatigué, vous n'arrivez pas à bien dormir, vous pouvez vous retrouver dans une situation d'oubli. Donc, oublier, ça ne veut pas dire forcément maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi il faut référer la personne qui a ces épisodes-là au neurologue pour faire la part des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Voilà, en tout cas, nous tous, on a beaucoup appris. Et donc, merci vraiment pour toutes ces informations importantes. Nous allons donc passer à l'étude des cas. Voilà. Je signale que c'est une étude de cas et non un cas clinique où on va faire des suggestions, questions, clarifications. Non, non. On va ensemble regarder le cas et puis on va vous poser des questions. Si vous avez bien compris le cours qui a été fait tout à l'heure, normalement, vous devez pouvoir répondre à ces questions. Donc, Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez projeter le point de vue ici, il montre, voilà. Donc, il y a le lien qui est dans le groupe. Néanmoins, je vais lire le cas, hein. Il y a le lien qui est dans le groupe. Si on peut avoir déjà le premier, voilà, le test du cas. Qu'on a fait le test avant la première question. Il y avait un test. Un instant que je regarde. Un instant. Téléchargement. On fait d'abord le test avant de partir à la suite des cours. Oui, 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 oui. Donc, il faut que on va regarder. Je vais lire le test. Le test est partagé. Pardon? Le test est partagé. D'accord, ok. Donc, chers participants, voilà, un cas clinique, une dame de, voilà, non, non, revenez, voilà, une dame de 46 ans, elle est enseignante d'anglais, dévouée, voilà, dans son métier. Elle a eu un épisode de COVID-19 léger il y a 8 mois. Et depuis 5 mois, elle présente des difficultés de concentration, des oublis, une lenteur dans ses activités, une fatigue mentale importante avec un impact sur son travail. Son mari note qu'elle se répète souvent et qu'elle est plus distraite qu'avant. Donc, voici le cas suivant. Donaté? À l'examen clinique, hein, son état général montre une tension et une saturation normale sans signe d'inflammation aiguë. L'examen neurologique est revenu normal, pas de déficit, pas de syndrome cérébelleux, pas d'aphasie, pas de syndrome extra-pyramidal. Voilà. Suivant. OK. Donc, par rapport à ce cas, quel est le principal motif de consultation de cette patiente? Donc, on va cliquer sur le lien qui est dans le chat pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on peut voir le point de vue. Il y a un lien que nous avons mis dans le chat. Voilà, cliquez et puis essayez de donner des éléments de réponse. Quel est le principal motif de consultation de cette patiente de 46 ans qui a eu un épisode de COVID-19 il y a 8 mois et depuis 5 mois se plaint de troubles de concentration. On rappelle que c'est une enseignante, donc qui impacte négativement sur son travail. Motif de consultation chez le patient. Quel est le principal motif selon vous? Quelqu'un peut lever la main si vous n'avez pas à utiliser l'outil. Ceux qui n'arrivent pas à utiliser l'outil, vous pouvez lever la main pour donner votre réponse. Le principal motif de consultation, donc je vois trouble de concentration, manque de concentration. Il y a déjà 2 personnes pour les troubles de concentration.
Chers participants, on vous attend après le cours. Le Quelle lien, est la réponse? Pardon? je demande aux participants de cliquer sur le lien dans le chat pour aller dans le logiciel et répondre à la question. D'accord. Il y a un lien qu'on a mis dans le chat. Vous cliquez là-dessus et vous répondez à la question et vous faites envoyer pour qu'on puisse voir vos réponses ici. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à utiliser le test, vous pouvez lever la main et puis participer. Aminata Dramé, quel est le principal motif de consultation de cette patiente selon vous? Allô, chers participants, on vous attend. Parce qu'Aminata Dramé a mis dans le chat trouble de concentration. D'accord, trouble de concentration. Autre réponse? Monsieur Ropa, il y a déjà Oui. deux réponses pour les troubles de concentration. D'accord? Donc, professeur, quel commentaire vous pouvez faire, quelle réponse vous donnez pour cette partie qu'on puisse continuer? D'accord. Bien. Oui, dans le test, c'est marqué, c'est une personne qui était dévouée, qui est dévouée dans sa profession et même à la maison. C'est ça. Et depuis 5 mois, elle a des difficultés de concentration, des oublis. Donc, c'est inhabituel. Une lenteur dans ses activités et une fatigue mentale importante. Et qui a eu un retentissement sur sa profession. Et le mari, il note quelque chose que c'est une dame qui se répète très souvent. Donc, ce n'est pas dans ses habitudes, elle est distraite. Et quand on dit distraite, je veux dire quoi? Que même pour faire la cuisine, elle oublie parfois soit la casserole au feu, comme je l'ai dit un peu plus haut, et parfois elle oublie de... Il y a les séquences qu'on veut faire la cuisine, voilà. Donc, il y a des choses qu'elle oublie. Même dresser le lit, elle ne sait plus le faire. Donc, il y a des choses qu'elle oublie. Donc, pour cette réponse, c'est juste la difficulté de concentration, les oublis et puis la fatigue mentale. Elle ne peut pas faire plusieurs activités à la fois. Vous voyez, les femmes, qu'elles sont à la maison, s'occuper des enfants, faire la cuisine, s'occuper du mari, donc ces activités, elle ne peut plus les cumuler en même temps. Donc, il y a une fatigue mentale qui s'installe. Et c'est ce qui a alerté son mari. Voilà. Donc, je pense difficulté de concentration, oubli et fatigue mentale. D'accord. Donc, ceux qui ont répondu, je crois que vous avez trouvé la bonne réponse. On va donc passer à la deuxième question. Quels éléments rapportés, voilà. Oui, Quels sont les éléments rapportés par le mari qui sont évocateurs d'un trouble cognitif? Bon, ça, le professeur a tout donné tout à l'heure. D'accord. Donc, on vous attend, cher. Donc, on va relire encore, hein, pour que vous puissiez avoir le cas en tête pour répondre. Quels sont les éléments évoqués par le mari? On va rappeler le... Chers participants, on vous attend. On vous attend pour les réponses. Donc, je reprends le cas. On dit son mari note qu'elle se répète souvent et qu'elle est plus distraite qu'avant. Voilà. Ensuite, elle présente des difficultés de concentration, des oublis, une lenteur dans ses activités, une fatigue mentale importante avec un impact sur son travail. Donc, selon vous, quels sont les éléments rapportés par le mari qui sont évocateurs d'un trouble cognitif? Donc, le professeur, je pense que le professeur a donné les éléments de réponse tout à l'heure, hein. Est-ce qu'on a des éléments de réponse? Quelqu'un a des éléments de réponse? Docteur Ekoun,
Vous avez du mal à utiliser le logiciel? Oui, oui. Allô? Chers Oui, je dois... participants. Oui, docteur Koun, quels sont les éléments évocateurs? Elle oublie, elle se répète, elle répète, d'accord. Oui, docteur Koun, tu veux dire quelque chose? Euh, elle oublie Mhm. et puis elle se D'accord, répète. Mhm. d'accord. Donc, elle oublie et elle se répète. Professeur, De toute façon, on a les réponses qui sont arrivées dans le web. on n'avait pas le oui, ouais, d'accord. Donc, elle ne retient pas, elle oublie vite, voilà. Ensuite, elle oublie beaucoup, elle se répète, ok. Donc, professeur, voici quelques éléments de réponse. Donc, on vous écoute. Ah, professeur, elle se répète, elle se répète. D'accord. Elle se répète, elle se répète. Elle est très distraite aussi. D'accord? Donc, oublie beaucoup, les oublie à mesure et se répète. D'accord. Hmm. Donc, on va passer à la troisième question. Je pense que beaucoup ont trouvé. Troisième question. Après combien de temps post-Covid les symptômes persistent-ils? Selon le cas qu'on a lu, hein, après combien de temps post-Covid les symptômes persistent-ils? Chez cette dame, je pense que si vous aviez le cas devant vous, on dit dans le cas qu'elle a eu une COVID-19 il y a 8 mois. Est-ce qu'on a des éléments de réponse et depuis 5 mois, elle présente des difficultés de concentration, et ainsi de suite. D'accord? 3 mois, on a 3 mois comme réponse. Après combien de temps post-Covid les symptômes persistent-ils? Entre 6 à 8 mois, d'accord? 3 mois, ok. Plus de réponses dans le chat? D'accord. Donc, professeur, quelle est la bonne réponse? Bon, à ce niveau, il fallait rester, j'allais dire, devait rester collé au cas clinique. D'accord. Donc, dans ce cas clinique, c'est bien marqué que c'est 5 mois après l'infection. 5 mois après l'infection, que la patiente présentait ses symptômes. Donc, ces symptômes ont duré pendant 5 mois. Sinon, effectivement, dans la définition, selon l'OMS, c'est 3 mois après l'infection. Et il faut une durée d'au moins 2 mois pour parler de Covid long. Ok. Donc, je note que plus ou moins les gens ont trouvé, mais la question était référée à la patiente. Donc, Voilà, dans ce cas-ci, c'était 5 mois après voilà c'est ça. qu'elle a eu. D'accord. Ok, c'est bien noté. Prochaine question. Prochaine question. La question est là. Une COVID, voilà, une COVID légère peut-elle entraîner des troubles cognitifs persistants? Non, c'est pas la question de Est-ce toi. qu'une, Question, pardon? la question 4. Quel signe Ah, d'accord, ok. un Quels neuro? sont les signes qui orientent vers un neuro? C'est vrai que c'est un nouveau mot que nous, on a noté ce matin. Quels sont les signes qui orientent vers un neuropass? Le professeur a expliqué longuement dans sa présentation. Est-ce que vous avez retenu quelques signes? Vous pouvez les écrire et séparer votre mot par un tiret, c'est ça, Monsieur Koulati? Non, ici, il peut écrire, ça va Il apparaître. faut écrire. Oui, D'accord. c'est pas un Donc, nuage. quels sont les signes, chers participants? Pendant le cours, le professeur a parlé des signes de neuropath. Quels sont les signes? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces signes-là? Quelques signes. Donc, je vais voir dans le chat.
En tout cas, clinique militaire de ok. Ah, d'accord. Donc, je vais relire le cas clinique pour aider les gens, hein. Donc, c'est une patiente enseignante d'anglais dévouée qui a eu une COVID il y a 8 mois. Puis 5 mois, elle présente des difficultés de concentration, des oublis, une lenteur dans ses activités, une fatigue mentale importante avec impact sur son travail. Son mari note qu'elle se répète souvent et elle est plus distraite qu'avant. L'examen clinique, elle a une tension, une saturation normale. Il n'y a pas de signe d'inflammation aiguë. L'examen neurologique est normal, pas de déficit, rien du tout. Voilà. Donc, voici, rappelez le cas clinique. Donc, selon vous, quels sont les signes de neuropathie? La réponse commence à arriver dans le topaz. D'accord. Donc, on a des difficultés de concentration, fatigue, anxiété, oubli, difficultés de concentration. D'accord. D'accord. Donc, quels sont les signes qui orientent vers un neuropath? D'accord. Fatigue. Donc, professeur, voici quelques éléments. Fatigue apparaît, hein, plusieurs fois fatigue, anxiété et oubli. Oui, il y a la fatigue cognitive, la difficulté de concentration. Un peu plus bas, je ne sais pas c'est quoi. Fatigue, anxiété et oubli. Oui. Non, anxiété, oubli, non, ça fait partie. Anxiété, anxiété, non. Anxiété, c'est dans les troubles psychiatriques. Mais les deux peuvent cohabiter. Donc, attention. Voilà. Donc, fatigue, oubli, hein, la difficulté de concentration, et c'est une influence sur effectivement le travail. D'accord. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Faites attention parce qu'il y a l'anxiété. Comme le professeur Boni a dit, il y a l'anxiété, il y a les troubles anxio-dépressifs. Ça, sont les troubles psychiatriques. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. D'accord. En tout cas, merci aux participants, hein, qui ont répondu. Donc, on continue pour ce cas. 5e question, une COVID légère peut-elle entraîner des troubles cognitifs persistants? Donc, ça, c'est rapide, hein? Oui ou non? Allô? Une COVID légère peut-elle entraîner des troubles cognitifs persistants? Oui ou non? Vous avez le choix. Allez-y, on vous attend. Une patiente qui a eu un COVID. On dit de forme, elle a eu un COVID de rubis. Une COVID légère il y a 8 mois et depuis 5 mois, elle présente des difficultés de concentration, des oublis, une lenteur dans ses activités. Tout ceci impactant son travail. Donc, chers participants, on a combien de réponses? Oui, oui, non. D'accord. Est-ce que la COVID légère peut-elle entraîner des troubles cognitifs persistants? Voilà. Vous pouvez vous baser aussi sur le cas clinique qui a été partagé. Qui a présenté une COVID-19 légère pendant 8 mois. Voilà. Et donc, je crois que, professeur, la majorité des réponses, c'est oui. Professeur, un commentaire sur ça? Effectivement, voilà. Donc, effectivement, une COVID légère peut être responsable d'un COVID long. Ça, c'est la bonne réponse. Donc, ce n'est pas tous les patients qui ont présenté une COVID grave, qui a nécessité une hospitalisation, qui vont présenter ces symptômes-là. Donc, COVID légère peut entraîner des troubles neurocognitifs.
comme il dit, chacun a sa susceptibilité. Il y a les données génétiques. Si vous voyez bien dans les facteurs favorisants, il y a les données génétiques. D'accord. Voilà. OK. Donc, la sixième question. Pourquoi est-il important de noter l'absence de déficit moteur? Pourquoi il est important de noter l'absence de déficit moteur? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Peut lever la main pour donner la réponse? Là, Peut c'est un s'essayer? peu difficile, hein? Ouais, ça c'est Là, c'est difficile, non? oui, c'est un peu difficile. Oui. C'est pour pouvoir éliminer toute cause, hein. Est-ce qu'il y a une cause qui explique, qui peut expliquer les troubles cognitifs, comme, comme l'avait dit, une autre étiologie? Est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer? Ou bien c'est lié à une cause vasculaire, les AVC à répétition, ça peut être responsable de troubles cognitifs. Un traumatisme crânien, le gars il a fait son accident avec soit un hématome quand dit hématome, c'est du sang dans le cerveau, qui peut être responsable ultérieurement des troubles cognitifs. Donc, c'est pouvoir faire la part des choses. Donc, lorsqu'on fait tout ce bilan-là, qu'on n'a rien trouvé, alors on peut penser à une cause, on va dire, liée à un COVID. Donc, c'est très important qu'il n'y ait pas de déficit moteur. S'il y a un déficit moteur, alors il y a une cause secondaire qu'il faut rechercher. Merci beaucoup, professeur, pour ces éléments de réponse. Si certains n'ont pas compris, vous pouvez lever la main hein, pour que le professeur puisse vous éclairer davantage. D'accord. La prochaine, l'avant-dernière réponse, c'est ça, question? Non, docteur Kwasi, il y a deux dernières questions, mais je crois qu'il y a un tableau dans le dossier avant de. D'accord. Ok, Ok, tu peux. D'accord, je vais voir. Hein. C'est le score Tu de peux Moka. arrêter, je vais faire le partage de. Ok. Donc, professeur, on est ici. Voilà. On a illustré le score de Moka et on a un total de 23 sur 30. Voilà. Et la question suivante. Les réponses me sont déjà là. bien sûr, tableau. Oui, j'arrête mon partage. D'accord. Ah. Dans la question, quel est le test qui pourrait être utilisé? Vous avez déjà les réponses, chers participants. Faites vite, on va partir. Quel test cognitif sera utilisé? C'est test qu'on a vu aujourd'hui. Donc, merci de participer. Merci beaucoup. OK. Maintenant, la huitième question par rapport à ce test. On dit que ce score de MOCA 23 sur 30 est-il normal? Oui ou non? Pourquoi? D'accord. Est-ce que 23 sur 30, est-ce que ce test, il est normal? Il y a 67% de oui et 33% de non. Vous avez oublié hein, l'interprétation que le professeur a expliquée. D'accord, juste quelques secondes et puis on a terminé. Donc, professeur, pour le moment, je crois qu'il y a 67% qui ont répondu oui. Oui. Est-ce la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Oui, c'est comme il a dit, j'avais un tableau une diapositive où il y avait une stratification des différents scores. Supérieur à 26, supérieur ou égal à 26, c'est normal. 18 et 25 sont des troubles cognitifs légers. Donc, effectivement, le score est anormal. Ah, le score anormal, ils ont répondu oui, c'est normal. Non, non, le score est anormal. 18 et 25, troubles cognitifs légers. Très bien. Donc, c'est les 60% qui ont bien trouvé la bonne réponse. Donc, je répète encore, 18 et 25% troubles cognitifs légers, et 10 et 17% troubles cognitifs modérés, inférieur à 10, troubles cognitifs sévères. D'accord.
Donc, ce score, il est normal. Donc, 3 sur 30. 23 sur 30, ce sont les troubles cognitifs sont légers. Il est anormal. Pour dire qu'il est normal, il faut que ça soit supérieur ou égal à 26. D'accord. OK, donc merci beaucoup, chers participants, hein, de vous être prêtés au jeu à cette étude de cas très important, très intéressant. Merci à tous. On va envoyer des signaux pour dire merci au professeur pour cette étude de cas et également pour la présentation qui a été faite. Donc, on va mettre le lien dans le chat pour le sondage. Merci, professeur. Merci, professeur Krau, également au fouet, qui a déniché le pool des neurologues qu'on va souvent solliciter maintenant Merci beaucoup. pour les sessions à venir. Et donc, chers participants, nous sommes donc à la fin de notre session. Notre prochaine séance sera le 25 juin. Cette fois-ci, ça sera sur l'interprétation des tests de diagnostic rapide au niveau périphérique dans les districts et centres de santé en ce qui concerne la COVID-19 et la dengue. Donc, nous allons avoir un expert, un biologiste de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, donc qui va vous montrer comment interpréter les tests diagnostiques, TDR, des tests de dépistage rapide, test de dépistage rapide. Surtout que nous sommes en épidémie, voilà. Donc, venez apprendre comment cela va se faire. Donc, on va se dire au revoir. Au revoir à professeur Karidjoula. Au revoir à professeur Koti. Voilà. Merci à tous les participants. Et on se donne rendez-vous le 25 juin, voilà, pour la biologie. Merci. N'oubliez pas de faire le sondage. On va vous envoyer la présentation par mail avec le lien du sondage également. Donc, vous pouvez vous le faire déjà. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.